Non, la solution, je dis pas que c'est plus le livre, je dis pas que c'est plus individuellement tout ça. C'est-à-dire que dès le départ, quand vous avez un bon sujet d'enquête, c'est-à-dire vous sentez qu'il y a c'est comme un chasseur, hein, c'est comme un chien truffier, quoi. Et on sent qu'il y a une grosse histoire derrière. Après, la première chose, c'est donc d'enquêter, de trouver des témoins, des insiders, des gens qui vous parlent, de récupérer des documents. Après, il y a un travail d'écriture et de pédagogie qui est très important, quoi. Parce que c'est pas le tout de dénoncer, quoi. Il faut écrire, il faut convaincre, et ça, c'est l'écriture. Et c'est pas une écriture, il faut simplifier l'histoire. Et il faut faire du multimédia, c'est-à-dire qu'il faut à la fois le penser en termes de documentaire, de papier sur Internet, il faut le feuilletonner, ou de livres, il faut une sorte de navire amiral quand vous sortez une enquête comme ça. Et après, il y a le réseau. C'est-à-dire que quand vous le sortez, il faut avoir un ami dans une agence de presse ou s'associer à un journal. Ça peut fonctionner que comme ça. Dans une société surinformée comme la nôtre, si vous avez des choses à révéler, ben, il faut le faire comme ça. Et puis, il faut des amis avocats. Vous voyez comment ça se passe. Regardez l'affaire libyenne, là. Enfin, moi, je la connais moins bien, enfin, mais je la connais quand même un peu pour avoir lu les papiers d'Arfi et d'autres. Je suis infiniment persuadé que Nicolas Sarkozy est au courant, que Claude Guéant est complice, etc. Mais vous voyez le temps que ça met, ça en dit aussi long sur l'état du système judiciaire, parce qu'un des problèmes du journalisme, c'est quand même le problème de la justice, quoi. C'est-à-dire qu'on laisse proliférer des procédures bâillons, on laisse les trois exemples que je donnais tout à l'heure sont quand même absolument scandaleux, quoi. C'est le problème de la justice nationale, mais c'est aussi le problème de la justice européenne. Et j'ai écrit le 1er octobre 96 à Genève, l'appel de Genève, qui appelait à une justice européenne. Et aujourd'hui, c'est toujours lettre morte, quoi. Donc on peut baisser les bras, on peut se dire que tout ça sert à rien. Je ne pense pas à ça. Je pense que c'est très utile et je pense que c'est un combat permanent, quoi. Voilà. Et après, il n'y a pas de leçon ni de recette. C'est ce que je vous disais tout au début. Ça demande une force, quoi. Et la solitude est pas payante. Ça, c'est peut-être une des erreurs que j'ai pu commettre, c'est de travailler trop seul, quoi. Mais moi je suis pas super à l'aise avec la notion de lanceur d'alerte. Et j'ai beaucoup d'amis et je suis sollicité en permanence par des lanceurs d'alerte, ou en tout cas des gens qui me sollicitent pour me balancer un dossier, enfin, etc. En fait, lanceur d'alerte, c'est un mot nouveau qui fleurit dans notre vocabulaire médiatique, mais ça s'appelle un témoin, quoi. Un témoin de l'intérieur qui témoigne, c'est simplement ça. Alors, on l'aura. Pardon? Oui, alors maintenant, il y a cette discussion-là, mais en général, un lanceur d'alerte, il a besoin d'un journaliste, ou alors il le devient. Et généralement, les lanceurs d'alerte, bah, ce sont des gens qui ne sont pas formés pour écrire ou pour filmer, ou pour... ils ont des documents, donc il faut souvent créer des couples avec des journalistes pour que ça sorte, quoi. Et alors après, bon, on a créé ce statut-là qui finalement est confortable, mais pas tant que ça, parce qu'après, quand vous réfléchissez aux motivations des lanceurs d'alerte, à qu'est-ce qu'une alerte, à la frontière entre le règlement de compte économique et la révélation. Enfin, tout ça, c'est un domaine assez sensible. Je pense que ça doit passer par des protections évidemment juridiques, et puis par des budgets, quoi. Si on veut les protéger, il faut de l'argent. Il faut que la Commission européenne, je sais qu'il y a des députés européens qui se bagarrent un peu là-dessus, mais avec les équilibres politiques au Parlement, c'est pas du tout aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui a le vent en poupe. Au contraire, on est là pour les museler plutôt. Il y a un truc qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est quoi les modèles économiques d'avenir de la presse alors pour l'enquête? Moi, je suis pas le mieux placé pour en parler, mais moi, je suis en train de réfléchir à des modèles d'édition, de maisons d'édition,
avec donc il faut des investisseurs, et puis après il y a l'utilisation des réseaux sociaux. Je vais dire que des choses qui vont vous sembler évidentes, quoi. Mais je pense qu'un journal de papier seul a besoin de sponsors, quoi, a besoin de gens qui, je crois que Lyon Capital est aidé par un sponsor. C'est très rare les journaux on les compte sur les doigts d'un doigt. C'est à part le Canard enchaîné, qui est rentable aujourd'hui, quoi. Malheureusement, je suis très déçu par l'échec de l'Hebdo, qui aurait pu être sur le papier un beau projet, mais on voit que voilà, ils se sont plantés, c'est très fragile, le journal est pas terrible, et voilà, c'était enthousiasmant, mais il y a un autre dessin. Le Fred, j'ai moins de bides quand même, non? Salaud. Oui. Bah, c'est surtout par rapport à Clearstream, c'est-à-dire que vous savez, avant de sortir le livre, le premier livre et le premier documentaire, Laurent Beccaria et moi, on a dragué beaucoup la presse, hein. On a été les voir, mais on aurait dû plus travailler la presse, plus être partageur. Mais à l'époque, on avait essayé de le faire, mais on s'était fait poignarder par Edoui Plenel, quoi, qui devait publier Les Bonnes Feuilles dans le Monde et tout, qui jusqu'au dernier moment nous avait fait croire qu'il les publiait. Et là aussi, c'est-à-dire que si j'avais su qu'Edoui Plenel se comporterait aussi mal qu'il s'est comporté, j'aurais choisi un autre cheval, quoi. Mais c'est pas moi qui ai choisi Plenel, c'était mon éditeur. Et c'était une erreur, mais il pouvait pas le savoir. Donc il y avait... voilà, mais je peux pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, c'est comme ça. Maintenant, cette enquête est enseignée dans les écoles de journalisme. Je ne sais pas si vous l'enseignez chez vous, mais je suis sans arrêt sollicité. Mais il y a les livres ou les documentaires qui en témoignent. Donc, il y a même un film de cinéma qui est sorti là-dessus. Donc, j'aurais pu passer ma vie, beaucoup de temps à aller dans des conférences rémunérées, à aller parler de ça. Et ça me... Voilà, j'ai pas envie d'être l'ancien combattant de Clearstream, mais il y a beaucoup de leçons, moi j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. Et je vous invite à lire le gros livre qui s'appelle Tout Clearstream, où les 3 livres sont réunis et il y a une analyse un peu historique, une longue préface de tout ça, quoi. Parce que c'est un des exemples les plus flagrants où le journalisme finalement triomphe d'un immense pouvoir économique. Cette enquête raconte aussi la manière dont le pouvoir politique est complètement muselé et inféodé par ça, quoi. Et c'est ce qu'il y a de plus tragique dans l'histoire, quoi. C'est toujours le politique qui est le plus tragique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance de ces systèmes qui est terrible, quoi. Et ce sont des gens qui après viennent vous faire des grands discours sur la régulation du capitalisme. Ils savent même pas ce que c'est qu'une chambre de compensation. Ils sont complètement... voilà, ils sont achetés par les... Moi, je veux pas faire mon poujado de service, mais il y a encore... Je sais plus dans quoi j'ai écrit ça. Si j'ai fait un édito dans le magazine littéraire, je donne l'exemple d'un député travailliste que j'avais rencontré à Londres et qui m'avait dit, mais sans rire, quoi, qu'ils étaient comme des taxis, quoi. Il suffisait de payer et ils faisaient passer des projets de loi. Mais alors c'est dit d'une manière un peu brutale, mais c'est exactement ça, quoi. Si vous voulez, la puissance des lobbies à Bruxelles, mais aussi au Parlement aujourd'hui, quand vous voyez l'état de La République En Marche, et moi j'ai des copains qui sont députés de La République En Marche aujourd'hui, quoi. Ils sont muselés, quoi. Parce que voilà, on est dans une démocratie qui est quand même assez muselée, quoi. Quand vous voyez l'état du Parti socialiste, c'est bien parce que tous ces socialistes, il y a une majorité de socialistes qui ont été bouffés au râtelier de ces multinationales, qui ont touché de l'argent de Veolia, qui ont touché de l'argent d'EDF, qui ont touché de l'argent d'Areva. C'est pour ça que les lobbies nucléaires, les lobbies de l'armement sont si puissants en France. J'ai entendu l'exemple le plus incroyable est quand même américain, quoi. Vous avez... l'association, le lobby des armes, c'est la NRA aux États-Unis qui finance absolument tous les candidats républicains et une grande majorité de candidats démocrates. Et j'entendais récemment un analyste de la vie américaine qui disait que la vie politique américaine, qui disait que puisque la durée de vie d'un député aux États-Unis, dites-moi si je me trompe, c'est 2 ans.
Enfin, le type expliquait qu'il passait les 6 premiers mois après son élection, il bossait comme une brute, il essayait de faire passer des projets de loi. Et après, pendant 1 an et demi, il cherchait des financements. Et comme la NRA était la plus puissante et payait tout le monde, c'est pour ça qu'il y a toujours autant de tueries de masse aux États-Unis. Il y a un truc qui m'a frappé dans ces histoires, puisqu'on l'a vu récemment avec... et c'est complètement lié à la vie politique française d'ailleurs, avec ces histoires de financement. Vous allez au Canada, où la vente d'armes est aussi presque aussi libre qu'aux États-Unis, mais il y a un mineur, enfin, on peut très facilement acheter des armes. Il y a beaucoup de moins de tueries de masse. Pourquoi ? Parce qu'au Canada, on a interdit la vente des armes de guerre. Et aux États-Unis, la vente des armes de guerre est autorisée. Et dans les tueries de masse qu'il y a dans les lycées, dans les universités, ou récemment ce qui s'est passé en Floride, c'est des armes de guerre qui sont utilisées. Et aux États-Unis, envers et contre tous, ils continuent à vendre d'une manière libre les tueries de masse. Et donc, quand ils ont fait des analyses sur qui achetait des armes, en fait, la population d'acheteurs d'armes, elle n'augmente pas, ou très peu. C'est toujours les mêmes personnes qui achètent des armes, de plus en plus d'armes, etc. Et c'est ça qui fait marcher le business. Et on le sait, c'est plutôt dans des provinces, c'est pas à New York ou au centre de Chicago qu'on achète beaucoup d'armes. Et pourquoi il y a ça ? Eh ben, c'est bien parce que les députés et les sénateurs américains sont complètement liés au lobby des armes à feu, mais liés financièrement, quoi. Et Donald Trump, le plus gros donateur de sa campagne, c'est la NRA. Et récemment, quand il y a eu la tuerie dans ce lycée où il y a eu tous ces lycéens qui ont pleuré à la télévision, etc. Il a eu un court moment, un mouvement d'humeur où il a dit, enfin, il a laissé entendre qu'il allait réfléchir à tout ça, mais très vite, la NRA lui a dit, mais Donald, stop. Et il a arrêté tout de suite, quoi. Donc là, on voit bien que les démocraties sont complètement achetées. Et le lobby des armes aux États-Unis, c'est une caricature de ce qui se passe en France et en Europe, dans l'agriculture, dans la banque. Pourquoi les banques sont restées aussi impunies ? Pourquoi on les a autant payées ? Mais parce qu'ils financent aussi les hommes politiques. Vous avez Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un de votre région. Laurent Wauquiez, ça me rend fou, moi, quand je vois Laurent Wauquiez à la télévision. Il a quand même créé un parti politique, je crois, qui s'appelle Oxygène. J'ai oublié le nom, mais ça doit être ça. Et vous allez tout de suite retrouver ça sur Internet. Il l'a fait financer par des traders à Londres. C'est-à-dire qu'il a été coincé. Le premier article, je crois que c'est Le Point ou Libération qui a sorti ça, où on avait Laurent Wauquiez qui allait à Londres demander de l'argent à ses traders et qui en obtenait. Et pourquoi il va voir des traders à Londres ou des investisseurs hyper libéraux? Si ces types le payent, c'est bien pour l'acheter, quoi. Et donc après, il peut faire son baratin de gaulliste social, etc. On sait très bien que les gens qui le financent et qui le payent sont ces types-là. Et l'argent est là. Qui a financé la campagne d'Emmanuel Macron ? C'est quand même en majorité ces gens-là, quoi. Et moi, bon, je ne veux pas faire du macronisme primaire, mais voilà, j'ai voté pour lui au second tour, donc j'ai pas non plus je trouve qu'il se débrouille bien en politique internationale, etc. Mais j'ai perdu tout espoir de le voir. Voilà, il est là, payé par des banquiers, payé par ses amis de chez Rothschild, tous ces gens. Le financement de sa campagne, il y aura encore des tas de choses à écrire là-dessus, quoi. On préfère chercher des poux à Mélenchon, qui est pas non plus je suis pas non plus fan de tout ce que dit Mélenchon, loin s'en faut, mais voilà, il y a moins de choses à gratter sur Mélenchon qu'il y en a à gratter sur Macron, me semble-t-il. Voilà des sujets d'enquête. Oui. Je sais que vous êtes très attaché au reportage et au documentaire, et il y a à peu près 5 ans de ça, vous parliez dans une interview de faire une sorte de plateforme où ça serait une sorte d'archive de documentaires que vous feriez, et vous appelez ça DocDoc TV. Je voudrais savoir où en est ce projet aujourd'hui. Ah ben ouais, c'est un projet, je me suis battu beaucoup. On a évoqué 2 projets, c'est Info du Jour, le site d'info locale, etc., où on avait commencé à embaucher. C'est tombé à l'eau parce que l'équipe qui avait créé ça, ça s'est mal passé entre nous. Pas trop entre moi, mais entre mes partenaires. Entre moi et moi, ça allait, mais entre eux deux, ça allait
Enfin bon, et on avait commencé à trouver de l'argent. Moi, je me suis beaucoup engagé sur Info du Jour. C'était un super projet, c'est toujours un super projet. Et je me suis beaucoup engagé sur DocDoc TV, projet que j'ai monté avec mon ami Alain de Greff. Alain qui avait quitté Canal, qui était très malade déjà et qui croyait beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de documentaires oubliés, surtout dans le domaine de l'art. Alain était très motivé par l'idée d'amener l'art dans les quartiers, que les enfants dans les écoles, etc. Il y a des centaines des documentaires dans les archives des musées, etc. Et puis il y avait tous ces documentaires qu'on passe un temps fou à faire avec notre passion, etc. Et puis ils sont diffusés une fois ou deux à la télé ou quand on a plus de chance un peu plus, et après ils tombent dans des oubliettes. Et ça, il y a une quantité de savoir qu'on voudrait partager qui coûte pas grand-chose. Et l'esprit de DocDoc TV, c'était ça. Et donc avec Alain, on a pris rendez-vous avec Aurélie Filippetti, qui nous avait fait des promesses qu'elle a absolument pas tenues, qui a préféré financer des chaînes de merde comme Gulli ou des trucs comme ça, plutôt que de nous aider dans ce combat-là, quoi. Donc on avait l'appui de la SCAM, on commençait à... Après, ce qui était compliqué, c'était les producteurs. Parce que les producteurs, il y a autant de producteurs que de chapelles, et il y a des syndicats de producteurs qui se tiraient des bourres. Nous, on arrivait avec notre naïveté, le projet était économiquement viable, enfin, on pouvait y arriver. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des sites qui essaient de faire ça, c'est pas mal, mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment une chaîne du genre 23, là, tu parlais de 23, là... Voilà, Raphaël, il me parlait de ça. C'est quand même, il faudrait alors je sais qu'il y a France 5, mais c'était pas l'esprit de France 5, c'était vraiment une chaîne consacrée H24 sur le documentaire, quoi. Et on a, vous savez, chez Arte, par exemple, ils ont dans leurs archives des centaines de documentaires qui sont financés, qui seront même pas diffusés, quoi. Sans parler de, donc il y a Arte et puis vous voyez tous les documentaires qu'on a en France, quoi. Et tout ça, il faudrait un endroit où on puisse, voilà, c'était ça l'esprit de DocDoc. Et la SCAM me suivait, et après on a été lâché par la ministre. Alors je me suis dit, bon, moi j'avais plus l'énergie, voilà, j'ai passé déjà tellement de temps, mais après là récemment j'ai donné le projet à un autre de mes amis qui voulait le relancer. Donc le projet est disponible, le titre est déposé, mais je le donne, et vraiment c'est un projet qui est vachement bien, quoi. Et pour Alain, ça serait vraiment... Lui, il n'y croyait pas à Filippetti, il avait bien raison, quoi. Il me disait, mais quelle conne. Et c'est vrai que elle s'est tellement mal comportée avec lui, surtout, quoi, que voilà, quoi. C'est vrai que je suis enregistré, putain. Bon, c'est pas grave. C'est un projet auquel vous croyez encore aujourd'hui? Bah oui, il est viable. Il faudrait que je le mette d'ailleurs en accès libre sur Internet, mais je pense pas. Il faudrait que... Moi, je pense qu'il faut une chaîne du câble pour ça, quoi. Il faut une chaîne. Il faut pas uniquement une chaîne sur Internet, il faut une accessibilité, quoi. Et après, je me suis peut-être pas assez battu. Après, il y a eu Alain est mort, donc c'était bien. Moi, ça me plaisait. Parce que lui, c'est marrant parce qu'il était super motivé par ça. On s'en parlait beaucoup, il m'appelait. Il y a une question de frais de ton. D'accord. Ouais. J'achèterais des bitcoins. C'est un peu tard, non? Non, c'est pas tard. Les bitcoins vont continuer à monter, je crois. La crypto-monnaie aussi. J'ai des copains qui mettent du blé là-dedans, ça marche assez fort. Ouais, bah, il faut choisir. La crypto-monnaie, c'est tout ce qui est né après le bitcoin, quoi. C'est-à-dire, c'est des monnaies d'échange sur Internet, quoi. Et qui... Enfin, vous verrez, si vous allez sur Internet, vous tapez crypto-monnaie, vous trouverez. Oui. J'avais une question par rapport au lien de votre premier parcours là, avec aussi cette motivation-là dans votre parcours. Si j'interprète votre question, ce qui est toujours fascinant, c'est l'humain. C'est-à-dire que quand je me retrouve face par exemple au PDG de Clearstream qui s'appelle André Lucie, avant de le voir, j'étudie son parcours, j'essaie de comprendre qui sont ses enfants, qui est sa femme, où il a vécu avant, etc. Et quand je le vois, je vois
lui, c'était assez flagrant parce que il m'a vraiment pris pour une bille, c'est-à-dire que et moi j'ai joué à la bille, c'est-à-dire il était très condescendant à mon égard, il était très frimeur et mon intérêt, mon idée, c'était de le faire parler, quoi. Et si vous revoyez dans le film l'entretien, il sort ses billets, il commence à me dire oui, on est les notaires du monde, les banques placent vous placez votre argent dans les banques et les banques placent l'argent, c'est nous. Alors je lui dis, mais donc vous êtes... et vous conservez des traces de tout? Oui, on conserve des traces de tout. Même des transactions illégales. Ah, mais nous, on ne peut pas savoir. Enfin, je l'amène petit à petit par mes questions à me dire des tas de choses, quoi. Et donc, après, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est un type qui... Il y a toujours un truc sur la rapacité de ces gens. Lui, c'est pas un milliardaire, mais c'est quand même quelqu'un qui brasse beaucoup d'argent, qui est au cœur des affaires et tout. Donc, il est psychologiquement, j'ai pas été très loin dans l'étude du phénomène. Mais là, il y a des milliardaires qui sont fascinants, quoi. Albert Frère, Paul Desmarais, Bernard Arnault, Vincent Bolloré. Enfin, quand on voit leur parcours, quand on voit comment devenir milliardaire, au départ, un certain nombre d'entre eux sont pas du tout des héritiers, quoi. Et donc c'est assez... Celui qui me fascine le plus, c'est Albert Frère, qu'on appelle le vendeur de clous, quoi. Il a un parcours très étonnant, Albert Frère. C'est un Belge qui vient de Gerpine, c'est pas très loin de Charleville, qui est né dans un milieu pauvre, quoi. Son père meurt très tôt. C'est pas la légende, hein, je suis retourné dans son village. Quand il veut prendre des douches chaudes, il va chez la voisine, enfin, etc. Et sa mère a une entreprise où elle vend des clous et des chaînes, des choses comme ça, quoi. Et il va devenir, en l'espace, il a 92 ou 93 ans aujourd'hui. Il est chez Forbes, je crois qu'il a combien aujourd'hui, 16 ou 17 milliards de fortune personnelle, quoi. Donc il part de zéro dans les années 60. Aujourd'hui, il a ça. Comment un type arrive à amasser? Quel est l'intérêt aussi d'avoir autant d'argent? Enfin, c'est assez fascinant quand on les côtoie un peu, quoi. Et ça en dit long sur la cupidité des autres. Parce que c'est pas que j'ai de l'empathie pour Albert Frère, quoi, mais en même temps, lui, il utilise la compromission du système, des politiques, etc., quoi. Ce qui est d'intéressant, c'est aussi les rapports de corruption, c'est-à-dire le corrupteur, finalement, est moins intéressant que le corrompu, quoi. Parce qu'accepter de l'argent, une place, vendre son âme pour un plat de lentilles ou pour un bol d'or, ça demande quand même de pouvoir vivre après avec ça, quoi. Parce que le corrompu sait qu'il est corrompu, quoi. Et alors après, il peut... s'il vit avec ça légèrement, ça veut dire qu'il n'a pas de recul sur ce qu'il est, quoi, et que c'est une sorte de machine qui est dans... Mais à un moment donné, c'est peut-être mon côté judéo-chrétien, j'ai l'impression que tout se paye, quoi. Voilà, il y a une addition à un moment, il y a une addition, quoi. On l'a vu avec Cahuzac, on l'a vu avec d'autres, et je pense qu'aujourd'hui, en plus, dans ces sociétés qui sont quand même très médiatique et où on est abreuvé d'informations à un moment donné. Après, c'est le problème de la justice. C'est toujours ça, quoi. Et là, l'affaire Sarkozy, qui, je ne sais pas où ça en est, elle va être éloquente à ce niveau-là, quoi. Parce que tous ces journalistes, moi, je pense, compte tenu de ce que je sais du dossier qui sera mis en examen, sa place, je l'ai écrit d'ailleurs, est en prison. Quand on connaît le dossier, on se dit comment un type... Bon, il a été président de la République, mais il a été président de la République grâce à ça, quoi. Après, tous ces journalistes, à longueur d'émissions politiques, qui quand même, il suffit de lire Mediapart, il suffit de s'informer, on sait ça, et qui se couchent et qui se prosternent, ou ces politiques aujourd'hui qui, en même temps, il y a un peu de gêne, hein, il y a quand même, voilà, il y a quelque chose d'affligeant dans tout ça. Sarkozy, il est dans son rôle, voilà, c'est quand même avant Macron, c'est quand même le président des riches, quoi. On voit bien ce qu'il a fait, quoi. Cette légende qui nous aurait sauvés à cause des banques, etc. Il a sauvé les banques, oui. Il a été pigiste à Goldman Sachs, oui. Mais voilà, quoi. Et après, tout autour de lui, il a tout un tas d'affidés, de gens qu'il a amenés au pouvoir, etc., quoi. Et mon propos n'est pas du tout partisan quand je dis ça. C'est simplement la seule lecture des dossiers judiciaires voilà, il réussit à s'en sortir. Mais on verra, hein, peut-être qu'il va encore s'en sortir. Moi, j'aurais une question d'actualité. On parle beaucoup d'une loi sur les fake news.
C'est vrai que c'est un fléau nouveau qui demande réaction. Toi qui as pratiqué de l'intérieur beaucoup les lois sur la diffamation en France, à ton avis, est-ce qu'elles sont bonnes, mauvaises? Est-ce qu'elles peuvent être améliorées? Comment? Elles peuvent être améliorées puisqu'elle date de 1861, la loi sur la diffamation. Elle a été assez peu améliorée c'est 61 ou 80? Non, non, mais bon, enfin, c'est vieux, je pense on peut l'améliorer. Il y a des tas de moyens d'améliorer la loi. J'avais fait une proposition qui est toujours valable, c'est-à-dire que la personne qui porte plainte en diffamation, quand elle le fait pour bâillonner une enquête journalistique parce qu'elle est fortunée et que le journaliste peut prouver qu'il est de bonne foi, qu'il a eu raison, etc., le type qui dépose sa plainte doit être condamné 10 fois, 20 fois le montant que ça soit dissuasif, qu'il n'y ait plus de plaintes comme les déposes Bolloré ou d'autres pour intimider les journalistes. Et moi-même, j'ai été victime de ça. Ça fait partie des petites améliorations. Après, il y a tout ce qui concerne Internet, les réseaux sociaux, tout ça, ça doit être aussi pris en compte dans les lois, surtout la reproduction d'articles diffamatoires. Moi, je suis pas contre. Je pense que quand on diffame, on doit être condamné, qu'il y a pas de... tout à l'heure, je disais il y a de bonnes diffamations. J'aurais dû m'expliquer davantage là-dessus. C'est-à-dire que quand il y a par moment, le journaliste peut pas prouver un certain nombre de choses, il est condamné. Mais quand il peut prouver sa bonne foi, c'est presque un blanc-seing pour écrire ce qu'il a à écrire. Et ce qu'a dit la jurisprudence concernant Clearstream, c'est que dans des cas comme les miens, la Cour de cassation le dit beaucoup mieux que moi, il y a une sorte de devoir d'exagération du journaliste. C'est un truc assez particulier. C'est-à-dire qu'on a le droit, compte tenu de les pressions qui sont en face de nous, etc., d'utiliser des vocables qui peuvent paraître diffamatoires, qui peuvent l'être, qui ne sont pas de l'injure. Mais donc, c'est en ce sens que la jurisprudence qui a été créée grâce à Clearstream nous aide, quoi. Après, sur les fake news, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. En plus, là, encore un mot nouveau, c'est comme lanceur d'alerte. Fake news, c'est quoi? C'est atteinte à la vie privée, diffamation, injure, tout ça, ça existe dans l'arsenal juridique. Donc, on peut l'utiliser. J'ai un peu peur que la notion de fake news soit utilisée avant tout contre le journaliste. Et j'ai un exemple très précis, j'y ai pensé récemment parce qu'on m'a interrogé là-dessus, c'est quand j'ai sorti mon affaire Clearstream, la première réaction de la multinationale en 2001, ça a été de dire tout ce que sort Robert, c'est faux. C'est un peu comme les faux carnets d'Hitler. Ils sont défendus en disant que c'était des faux listings. Ils auraient pu déposer plainte contre moi pour fake news si la loi existe. Et j'aurais fait quoi? J'aurais dû prouver que... Alors, qu'est-ce que ça va être cette loi? Prouver que mes documents étaient des vrais, ça devient compliqué. Il suffit qu'en face, le type a du pognon et qui... Ouais, ça demande une nouvelle étape judiciaire et ça me semble un peu compliqué, quoi. Il me semble que l'arsenal existe déjà et qu'on n'a pas à le faire. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Ce que j'ai dit à Public Sénat, c'est Emmanuel Macron a été victime de fake news sur son financement, sur son homosexualité, enfin son histoire d'amour avec Gallet, tout ça. Il a pu prouver assez facilement par son talent, par sa bonne foi, que tout ça était faux. Et il n'avait pas besoin d'une loi sur les fake news. L'intégrité ou la bonne foi qu'on a au départ. Enfin, avec votre longue carrière et les galères que vous avez vécues. Non, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, quoi, c'est-à-dire n'écoutez pas le regard des autres, il faut être fort, il faut avoir des amis, il faut continuer à être curieux, tolérant, et dans votre question, il y a votre réponse, quoi. Il faut rester intègre et de bonne foi, quoi, voilà. Et après, il faut réussir à garder le moral, quoi, parce que c'est économiquement de plus en plus dur. Il est sorti de garde à vue. Il a mis un examen ou pas alors? Non. Bah, il faut qu'il mange aussi. Il reste le temps pour... Mais en même temps, ce qu'il a vécu, je l'ai vécu, puisque quand j'étais mis en examen pour Clearstream dans l'affaire des faux listings, l'histoire Laoud, etc., je suis rentré à 11h du matin et je suis sorti à minuit et demi à peu près. Et on est face à deux juges, il y a le procureur, j'étais avec mon avocat, et on a droit à 130, 140 questions, quoi, qui sont super écrites.
Et c'était une expérience, je la raconte dans l'affaire des affaires, dans la bande dessinée, quoi. À la fin, j'ai dit au juge, je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Et bon, ça leur a pas plu, quoi. Parce qu'ils étaient complètement, en l'occurrence là, instrumentalisés par le pouvoir sarkozyste, qui avait tout intérêt à faire mousser cette histoire de faux listing. Et on sait très bien aujourd'hui, puisque j'ai été complètement innocenté là-dessus, que j'ai quand même passé... j'ai eu tout ce procès avec Villepin, Gergorin, où combien de temps ça a duré? Ça a presque 2 mois, en 2009. On sait aujourd'hui que les corbeaux, ont utilisé mon travail, quoi. Il m'est quand même arrivé un truc de ouf, quoi. C'est-à-dire que les premières lettres du corbeau, vous vous souvenez, dans l'affaire Clearstream 2, le type avait complètement pillé ma 4e de couverture de Révélation. C'était les mêmes termes. Et donc, voilà, j'étais suspecté d'un truc que quelqu'un a utilisé mon travail. Et mettez-vous 2 secondes à ma place, c'est quelque chose d'assez... on a l'impression de vivre d'être dans un film de science-fiction, quoi. Vous écrivez un bouquin, vous faites une enquête, le plus sérieux du monde, vous mettez vos mots, puis un jour, des années plus tard, 5-6 ans plus tard, vous voyez tout ce que vous avez imaginé, décrit, ça sort dans les médias. C'est-à-dire, le Corbeau parlait comme moi, tout ce que je dénonçais, les comptes non publiés, etc. C'était la même terminologie, quoi. On avait l'impression que c'était une preuve ultime que tout ce que j'avais raconté était vrai. Sauf que c'était faux, quoi. Sauf qu'il avait inventé tout ça, il s'était servi de mes livres comme d'un scénario, et puis pour régler des comptes à lui, quoi. Et moi, j'ai toujours eu du recul et une sorte d'effarement par rapport à tout ça. Puis à un moment donné, j'ai compris que c'était Laoud qui avait monté cette usine à gaz. Je l'ai dit, je l'ai écrit, enfin, il y a eu tout un processus qui a été fait, mais c'était quand même très étrange, quoi. Si tu fais le bilan de tous les procès d'une carrière, Ouais. combien de gagnés, combien de perdus? Bon, non, j'ai pas fait le calcul, j'en ai pas eu tant que ça, si tu veux, mais c'est toujours un problème de liberté, quoi. J'ai toujours quand je vois une injustice, j'ai toujours envie de la dénoncer, donc et je me dis je devrais pas, parce que c'est de pire en pire, c'est-à-dire que quand vous êtes face à des gens qui ont de l'argent, il va tout de suite déposer des plaintes contre vous, quoi. Et j'en ai eu d'autres, des exemples. J'ai pas envie de m'étendre parce que ça leur fait de la publicité, mais après vous vous retrouvez seul devant des tribunaux, donc j'en ai un peu marre de ça, quoi. Je préfère écrire des romans, faire des films, des œuvres de fiction. Et là, je sors encore ce bouquin-là, mais j'ai un peu de mal à me remotiver pour me remettre dans des grosses enquêtes une fois que j'aurai fini celle-là, quoi. Tu n'écris pas pour éviter un procès? Ah non, pas du tout, non. Mais je sais que ça fait partie du jeu. Vous vous dites, quoi qu'il arrive, vous l'aurez, le procès. Donc il faut l'intégrer. Et il faut éviter c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment avec Catherine. On vérifie tout, on écrit à tous les gens qu'on met en cause. Et après, on sait qu'au moment de la sortie, l'éditeur le sait, il y aura un procès. Ou des procès. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Puis après, ça va prendre du temps. Eux, ça leur coûte rien, les procès. Dis eux, c'est-à-dire les gens qui sont milliardaires. Ils s'en foutent, quoi. Nicolas Sarkozy est mis en examen. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit dans la salle. Ouais, c'est une nouvelle. Tu parlais tout à l'heure de beaucoup d'informations. On a aussi pas mal de communication aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'information. L'autre jour, il y a, je sais plus dans quel média, mais Emmanuel Todd, sur la loi sur les fake news, disait que ce qui l'inquiète, c'est que ça soit géré par l'État, ou en tout cas qu'il fasse une loi. Alors que selon lui, le plus gros fournisseur de fake news était l'État à travers sa communication. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Après, on joue sur les mots parce que c'est vrai que mais moi je considère pas. Enfin, si j'ai une définition, on va dire restrictive de ce qu'est une fake news, je considère que le gouvernement fait de la communication, ment, mais ne fabrique pas. Une fake news, c'est quand même quelque chose qui est fabriqué. Ça vient de la campagne de Donald Trump avec toutes ces rumeurs sur Internet où on fabrique intégralement une information, quoi. Ce qui n'est pas le cas du gouvernement, même s'il y a des stratégies, même si ils ont des députés aux ordres, même si Macron a une communication très élaborée, quoi. C'est quelqu'un de très très intelligent et qui est assez fort
dans sa manière d'être et de communiquer, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Après, un journaliste doit garder voilà, du sang-froid. Et puis, je pense que vraiment de savoir comment il a financé sa campagne, ses liens avec Rothschild, il y a des enquêtes à mener. Je ne dis pas que... Qu'est-ce que vous avez pensé des Macron Libre, justement, avec cette foule de documents qui sort le vendredi soir, juste avant l'élection? Bah, c'est typiquement une... Visiblement, il y a des faux, il y a du vrai, on ne sait pas. Bah, je pense qu'il y a des hackers, ou en tout cas ça vient de Russie. Qui y a derrière, je sais pas, j'ai pas enquêté, il y aurait une enquête à mener. En général, sur l'utilisation d'Elix, où voilà, pendant la décennie 2000, il y a eu beaucoup d'affaires qui sont sorties grâce à ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça peut être manipulé aussi. Bah oui, mais je comprends pas votre question. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un risque à aller sur tous ces leaks qu'on a? Est-ce qu'il n'y a pas une distance à avoir par rapport à... Mais on l'a, la distance. Là, par exemple, l'affaire des Panama Papers, tout tenait la route. D'ailleurs, le cabinet vient de faire faillite, enfin, ils viennent d'arrêter. Ce qui veut dire ils vont se reproduire ailleurs, quoi. Non, je pense une des difficultés, un des points d'ancrage aujourd'hui, c'est vraiment l'Europe, c'est vraiment la Commission européenne. Et il faut qu'il y ait une commission d'enquête sur ces questions. Et le Luxembourg est un gros problème, Juncker est un gros problème. Là, Juncker est en train de dégager, il a mis en place un fonctionnaire à sa place. Il y a une reprise en main totale de ce pouvoir-là. Donc c'est de plus en plus difficile, quoi. Et des eurodéputés qui se battent, il y en a de moins en moins. Donc voilà, là, on m'a proposé là, de m'impliquer sur des listes. J'ai eu 2 propositions pour les européennes et je n'ai pas encore dit non, quoi. Donc je laisse venir, je vais voir. Mais je pense que l'endroit où ça se passe aujourd'hui, c'est là-bas, quoi. Si on veut faire évoluer la mentalité, la jurisprudence, etc. C'est en Europe que ça se passe. C'est pas tête de fil En Marche, si j'ai bien compris déjà. Hein? Ce sera pas sur En Marche. Non, mais s'il me propose, si je fais ce que je veux, je suis d'accord. Non, mais bon. Bon, on arrête, non? Oui. Non, mais... Merci, Denis Robert. Le mot de la fin, on le laisse à Lefred Touron. Et pour faire plaisir au libraire qui est là. Merci, Lefred. Merci beaucoup.